Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le président Assimi Goïta dirige depuis 2020 et demain de mettre la transition malienne. Une transition initialement prévue pour prendre fin le 26 mars 2024, mais qui finalement se poursuit. Seulement voilà, il y a des Maliens qui s'insurgent, qui veulent la fin immédiate de cette transition et l'organisation d'une élection présidentielle, ce qu'exclut catégoriquement le pouvoir malien. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Quel regard porter sur la situation politique actuelle au Mali? Trois Maliens avec moi pour en parler. Ramata Maïga Koulibaly, vous êtes la coordinatrice du mouvement M5RFP, Diaspora France Europe, totalement en phase avec le pouvoir malien, de même qu'avec la transition dans votre pays. Vous revenez d'ailleurs, Madame Ramata Koulibaly, du dialogue intermalien pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale nationale qui vient de prendre fin, c'était le 13 mai dernier, vous comprenez tout à fait qu'on ne puisse pas organiser une élection présidentielle dans les conditions actuelles, mais quelles sont-elles? On va en parler au cours de cette émission. Légaliste, vous ne vouliez pas du tout débattre d'une situation qui rentre dans l'illégalité, mais j'ai beaucoup insisté pour que vous participiez à cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sadio Morel, Kanté, journaliste, analyste politique, vous avez été à l'initiative et avec d'autres Maliens de la mise en place de ce que vous appelez l'Assemblée citoyenne du Mali. De quoi s'agit-il concrètement? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oussouf Diagola, vous êtes journaliste vous aussi, prestataire de services et conseils médias aux professionnels et aux particuliers, directeur de l'agence Nabara, observateur et analyste de la vie politique malienne. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire le regard que vous posez, que vous portez sur la situation politique actuelle dans votre pays, le Mali. Merci Richard de m'avoir invité. Je commence par vous. Sadio Morel, Kanté. Dans un pays, lorsqu'on est en guerre, on suspend les activités politiques, on se concentre sur la défense de l'intégrité territoriale, on se concentre sur les moyens
d'une victoire contre l'ennemi. C'est du moins ce que pense le pouvoir malien. Mais vous ne semblez pas d'accord avec le pouvoir malien. Vous voulez la fin immédiate de la transition. Je n'ai pas dit que je veux la fin immédiate de la transition. Je veux une autre fin, un autre processus qui emmène des éléments démocratiques en place, quitte à ce que nous changeons de constitution pour avoir un pouvoir plus participatif, c'est-à-dire un pouvoir législatif et sans présidence. Voilà ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Alors, lorsque vous me dites que nous sommes dans l'illégalité, vous me mettez très à l'aise pour répondre. Vous savez, au Niger, Tiani a mis l'état de siège chez lui. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a que sa voix qui se fait entendre. Au Mali, ce n'est pas le cas. La Constitution n'a pas été suspendue. N'oubliez pas que ceux qui pensent que nous sommes illégaux aujourd'hui ont pris le pouvoir quand même par les armes. En arrachant au peuple sa victoire, son mouvement. Et ses revendications n'ont pas été prises en compte. Donc si par 2 fois, ce pouvoir qui nous traite d'illégaux justement, c'est ça que moi je reprenais, c'est pas moi qui vous traite d'illégal. Oui, j'arrive. A pu se dédire par 2 fois, après des serments prêtés, et qu'il y avait d'abord 2 fois 12 mois, avant que, face à une proposition, lorsque la CEDEAO demandait un calendrier électoral, ils sont venus proposer un calendrier politique reconduisant la junte militaire à 2 ans de plus que ce qu'ils avaient dit à la CEDEAO. Ces 2 années, décidées par leur propre charte, prend fin le 26 mars 2024. Alors, après près de 4 ans de gouvernance dans la pure illégalité. Dans la pure illégalité, dites-vous. Comment voulez-vous que cela nous traite, nous, qui voulons autre chose, qui voulons même quand nous avons mis le panel en place, le panel des démocrates en place, nous ne comptons pas imposer des ministres. C'est qu'il n'y aura aucun politicien avéré dans notre parti et que nous allons élire, le Parlement va élire les 7 membres de gouvernement pour pouvoir déployer leur calendrier. Voilà. Rappelons les principes. Actuellement, toute activité politique est interdite. Oui, mais c'est justement ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, moi, je rappelais juste un cadre. Vous avez mis en place ce 18 mai l'Assemblée citoyenne du Mali. Vous appelez ça une Assemblée citoyenne du Mali et vous vous apprêtez à former un gouvernement parallèle. En exil. On est d'accord qu'on n'est plus dans le cadre de la légalité. Je ne suis pas, moi, je suis juge constitutionnel, mais ça, au moins, on peut constater. Lorsqu'on parle de gouvernement parallèle, on sort déjà du cadre de la légalité. C'est tout ce que moi, je tenais à rappeler par rapport à... Je veux dire que quand on en arrive à créer un gouvernement parallèle, c'est que les cadres légaux, les dispositions légaux sont déjà violées dans le pays d'accueil. Sans doute avez-vous raison, Madame Maïga. Répondez à votre compatriote. Merci, Richard, de m'avoir invité. C'est vrai que j'ai vraiment hésité pour venir parce que, en réalité, Madame Kanté, qui est en face de moi, elle l'a dit d'ailleurs, qu'on était côte à côte à lutter au moment où le Mali était tombé, était dans le trou, on était côte à côte. Mais ce changement, ce revirement, je ne le comprends pas. Mais au passage, permettez-moi de rendre hommage à tous nos concitoyens, à tous ces militaires civils qui sont tombés dans cette crise multidimensionnelle, une guerre qui nous a été imposée et dont le Mali a perdu énormément de concitoyens, de Maliens. Même ce 21, même ce 21 mai. Ceux qui sont, également les militaires qui sont venus de l'extérieur pour nous aider, qui sont tombés. Et je dis, on peut observer une minute de silence à leur mémoire. Merci. Alors, si j'entends Sadio dire que le gouvernement, tout ce qu'elle vient de dire, que il y a un gouvernement illégal, des autorités qui sont illégales au Mali, je suis désolée
Et j'ai mal dans la mesure où vous crachez sur les milliers de Maliens qui sont sortis. Non, ne me culpabilisez pas. Sur les millions de Maliens qui sont sortis. Non. Vous répondrez après. Oui, mais vous répondrez après, Sadio, s'il vous plaît. Je ne t'ai pas coupé, tu ne me coupes pas. Tu as l'habitude de couper les gens et tu t'imposes. Non. S'il vous plaît. Là, il faut vous allez répondre qu'il y ait après. des règles. Si elle veut répondre, elle répondra après. S'il vous plaît. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas illégal aussi de couper. Hein. Non. Oui, mais ce n'est pas illégal. Mais non, c'est la bienséance qui demande qu'on Voilà. laisse. S'il vous plaît. Tout simplement. Oui. On est venu pour nous exprimer. C'est un ça. débat, effectivement. Mais je vous ai laissé parler, vous me laissez parler. Voilà. Je dis et je répète. C'est cracher, c'est vraiment anéantir tout l'effort que ce peuple, ce brave peuple malien, qui a souffert pendant des années, a souffert de la malgouvernance, a souffert de l'insécurité, a souffert de la gabegie, a souffert, sans compter en 2012 que des terroristes, qu'on appelle des djihadistes, le MNLA, alors que ce sont les mains armées de l'Occident, sont venus mettre notre pays à terre. Tout ça, rajouté, le peuple en avait ras-le-bol. Et c'est ainsi qu'à travers le M5 RFP, tous mouvements confondus se sont retrouvés pour dire stop, il faut que ça s'arrête. Et c'est ainsi que nos militaires, là, c'est le lieu de les remercier, de remercier nos jeunes colonels qui sont venus parfaire la révolution malienne, sans quoi ça se terminait dans un bain de sang. Ils ont fait leur devoir régalien qui consistait à stopper et à faire démettre le Ibeka, qui était le président de la République alors, pour que le Mali ne puisse pas tomber plus que ce l'était. Alors si vous les traitez tel que c'est, franchement, je suis désolée. Je suis complètement désolée. De même que je suis désolée que vous pensez que je m'attaque au peuple malien, non. Le peuple s'est battu, il est sorti dans la rue, sa victoire, ses revendications jusqu'à présent n'ont pas été prises en compte. Les revendications, entre autres, du M5 RFP, c'était de faire des réformes afin que les élections puissent se tenir, que la Constitution puisse être réglée et qu'il n'y ait plus de gabégie, tout ce qu'elle vient de citer. Or là, budget 2022, rapport du vérificateur général 2023, 700 milliards ont disparu des caisses de l'État malien, sans que personne ne rende compte. 700 milliards. Toutes les libertés sont confisquées, toutes. Et que ce pouvoir, qui a quand même tenu des élections et référendums en juin 2023, et qui peine à tenir des élections pour qu'on passe à autre chose. On nous dit que c'est à cause de la guerre. Mais qui aime le terrorisme? Personne. Qui aime voir les Maliens. Mais vous pensez plutôt que le... Non, moi je parle du pouvoir qui s'éternise et qui n'a pas ce droit. Aucune constitution, même pas sa propre charte, ne le lui permet. Donc me culpabiliser face au combat du peuple malien qui était noble et qui a été tué, entre autres, devant chez l'imam Diko, dont personne ne parle pratiquement. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'illégalité de ce pouvoir. Aujourd'hui, illégal, et même par sa propre charte, qui mettait fin à son pouvoir le 26 mars, continue à être légal. C'est tout. On va aborder les choses s'il vous plaît, d'abord, et très rapidement, Monsieur Diagola. Vous dites quoi par rapport à ça? L'une qui décrit un pouvoir illégal et l'autre qui tout à fait, d'abord, qui magnifie ce pouvoir qui a apporté une forme de stabilité aux Maliens et qui s'attaque aux défis, dit Mme Ramata Coulibaly, aux défis essentiels des Maliens. Le regard que vous portez sur cette situation, c'est lequel? Non, moi, je crois qu'il faut essayer de discuter en toute sérénité et d'essayer d'avoir de la hauteur pour vraiment examiner les choses. Sadio parle de l'illégalité du pouvoir en place et je pense que ce pouvoir en place n'est pas du tout illégal parce que d'abord, la charte dont elle parle, la charte a été modifiée et la charte modifiée dit très bien
que le président de la République reste en place jusqu'à l'élection et jusqu'à la transmission du pouvoir légal après le référendum. Non, jusqu'à la prise de pouvoir du président élu. Il n'a pas dit qu'on n'organise pas les élections. Il n'y a pas eu de président élu d'abord, donc le pouvoir en place est encore légal. Deuxième acte de légalité, il y a une nouvelle constitution qui a été votée au mois de juin dernier, je crois, et cette nouvelle constitution dit la même chose. Dans la hiérarchie des normes, quand on prend des normes de loi, c'est d'abord la constitution, aujourd'hui, actuellement au Mali, puis la charte de la transition, et puis après, il y a des autres lois ordinaires qui arrivent. Donc, en termes d'illégalité, c'est de bonne guerre. Quand on est dans l'opposition, on dit ce qu'on pense, ok. L'autre truc que je vais dire par rapport peut-être à la position de Mme Maïga, je crois, ou Mme Koulibaly, s'il vous plaît. Mme Koulibaly, c'est vrai que le Mali a souffert de la crise multidimensionnelle et qu'aujourd'hui, on est en train, du côté du pouvoir en place, d'épingler encore cette crise multidimensionnelle pour essayer d'allier encore tout le monde. Moi, je comprends parfaitement qu'il y a des Maliens qui ne soient plus d'accord avec ce qui se passe, avec la gestion actuelle, avec la façon dont les choses se passent, qui peuvent le dire. Ça, c'est vrai, il faut essayer qu'on essaie de qu'on prenne de la hauteur pour examiner les choses et se dire, écoutez très bien, le pouvoir, quand il est venu, il avait dit 18 mois. C'est ça. 18 mois, tout le monde savait que ce n'était pas possible à le faire. Il y a eu la refondation, la rectification. Quand le Premier ministre actuel, Choguel Kokala, est arrivé, Choguel Kokala a dit qu'il va tenir les choses dans les délais. C'est ça. Ça n'a pas été fait. On a demandé à proroger la transition. Ça a été fait. Mais ce qui est plus important en ce moment, c'est que pratiquement l'ensemble des partenaires, surtout les partis politiques, étaient d'accord avec la prorogation de la transition. Jusqu'au 26 mars 2024. Pas jusqu'au 26 mars 2024. Parce que quand on c'est quoi la date finalement? Quand on a dit qu'il va y avoir un léger report de l'élection législative et présidentielle, on n'a pas fixé de date. Personne n'a parlé du 26 mars. Ça, il faut le dire. Et là, tous les partis politiques étaient d'accord avec ce report parce qu'avant que le gouvernement ne décide, il y a un comité entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques qui existent, le cadre de dialogue politique entre le ministère et les partis qui existent. Il les a consultés et des partis importants avaient même donné d'autres avis vers lesquels le gouvernement ne s'est pas... Monsieur Diagola, excusez-moi, s'il vous plaît. Clarifions un point avant de marquer une courte pause. Il n'y a dans le monde aucun pouvoir qui ne s'exerce sans qu'on ne sache quand est-ce que ça finit son mandat. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, la question c'est pourquoi on ne nous dit pas, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 3 ans, même si c'est dans 5 ans, il faut quand même, on ne peut pas comme ça naviguer. Exactement. Les politiciens, les journalistes, les intellectuels, tout le monde est en train de dire aujourd'hui au gouvernement en place, à la transition en place, on n'est pas contre encore même une prorogation. Mais bien sûr. Mais dites-nous juste dans quel délai. Mais c'est tout ce qu'on demande. Le peuple, à travers la DENI, c'est le dialogue national inclusif. Ça a été demandé. Le dialogue national inclusif, c'était avec IBK. C'est les assises nationales de la refondation. Les assises nationales de la refondation, c'est ça. Dans les assises nationales de la refondation, ça avait été demandé que la transition soit prorogée de 2 à 10 ans. Mais ça a été retenu en finalité de 2 à 5 ans. On est encore dans les 2 à 5 ans. Il faut le dire. Mais il faut dire. Sauf que les assises nationales de la refondation n'étaient pas une assemblée délibérative. C'était juste une assemblée consultative. Mais aujourd'hui, le peuple, on parle de démocratie. On parle de démocratie. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui plébiscite la transition. Oui. Est-ce qu'il y a démocratie plus que ce que demande le peuple? Sauf que c'est le peuple qui a demandé. Oui, mais cette forme de demande n'existe pas dans nos institutions. Parce que tout simplement, vous parlez d'institutions, moi je parle du terrain. Aujourd'hui,
est-ce que vous qui avez créé votre partout, je ne sais pas quoi, vous pouvez aller faire de campagne dans le Nord? Vous pouvez aller faire campagne dans le Nord. Alors, où qu'il soit. Au Mali, est-ce que vous pouvez sortir, aller faire campagne? Non. Ce n'est même pas ça. Parce que les pays qui est en guerre, c'est pas possible. Un pays du moment qu'il a été S'il vous plaît, possible. vous allez répondre tout à l'heure. On laisse madame finir très rapidement. On laisse madame finir. Je prends au moins le même pouvoir. On laisse madame finir, on laisse Un madame pays qui Coulibaly. est en guerre, le Mali est en guerre. Un pays qui est en guerre ne peut pas se permettre, comme on le faisait dans le temps, on saupoudre, on met tout l'argent pour accompagner les gens, il y a bourrage d'urnes par-ci, par-là pour dire que c'est des élections. Aujourd'hui, le Mali a besoin de stabilité. Le Mali, donc, la stabilité, c'est sécuritaire. Les populations ont besoin d'être d'abord sécurisées. C'est un point important que vous évoquez. C'est un point très important. Oui, finissez très rapidement, on marque une pause et puis elle vous répondra quand on revient. La question sécuritaire est une question importante. La question sécuritaire est une question importante. Oui. Il n'y a que le Mali qui a pu faire face à une armée qui n'existait pas, absolument pas. Donc il fallait former l'armée. Une armée qui n'avait pas d'armes, qui n'avait pas d'outils, qui n'avait rien. Aujourd'hui, nous sommes bien équipés. Et l'armée est en train de faire face à ça. Et seul le Mali, aujourd'hui, fait face également à tout ce qu'il y a comme problème alimentaire, problème d'électricité, problème de tout ce qui est social. C'est le Mali seul, en tout cas, dans cette ère, dans cette période-là, qui est face à tous ces problèmes-là. Vous pensez que ceux qui se disent démocrates, ils étaient là au pouvoir depuis combien de temps? 32 ans durant. Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous, vous qui dites que vous êtes des démocrates, oui, ceci, cela, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vu le Mali tomber. Le Mali est tombé entre vos mains. Aujourd'hui, au lieu de dire, bon, voilà, le Mali est tombé, il faut qu'on se donne la main, nous, que ce soit société civile, que ce soit parti politique, mettons le Mali au-dessus de tout et sortons le Mali de là. Non, il faut que vous tirez, encore, vous pensez à vos intérêts. Faites votre propre mea culpa pour que ce Mali-là... Bon, je propose qu'on marque une coup de pause, on revient tout à l'heure, dans quelques minutes, et vous aurez l'occasion de répondre à Madame Coulibaly. À tout de suite. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.
Un spot très intéressant qui illustre la nouvelle stratégie de gestion des ressources naturelles en RDC et l'homme qui incarne désormais cette nouvelle stratégie s'appelle Freddy Yodi Chembo, le directeur général de l'APCSC. Deuxième partie de notre émission consacrée au Mali. Sadio Morel Kanté, vous vouliez répondre à Madame Ramata Maïga Koulibaly qui mettait la question sécuritaire au centre du débat. Pour parler concrètement, il y a encore 2 jours, des dizaines de Maliens sont tombés au Mali, frappés par le terrorisme. Quand les autorités maliennes disent pour faire une élection, il faut d'abord reconquérir l'intégralité du territoire national. Il faut pacifier chaque centimètre carré du territoire. C'est un argument qui ne passe pas chez vous. Non, si. Ça passe. Je veux que mon pays soit sécurisé, mais ce n'est pas sécurisé. Ils ne sont pas en train de le faire de la méthode, de la manière dont il le faut, en clashant avec tous les voisins, en créant des problèmes partout. Et que lorsque je vois... Le Mali crée des problèmes partout? Mais avec l'Algérie, avec la Mauritanie, avec la Côte d'Ivoire, avec la CEDEAO, c'est que des problèmes. Je pense qu'à un moment, diplomatiquement, on peut aussi dire aux voisins, écoutez, nous avons tel problème, comment on fait pour s'y impliquer? Et avant de continuer, je voudrais dire à Mme Koulibaly de ne pas un peu personnaliser le débat. Parce que lorsqu'elle me culpabilise et dit que moi, je ne suis pas démocrate, pour envoyer un narratif aux jeunes qui nous écoutent, je veux lui dire que c'est elle et moi qui étions parmi les rares femmes à nous tenir la main à Pau, sur les hauteurs de Pau, en marchant difficilement pour aller donner de nos voix. Oui. Donc si nos chemins divergent aujourd'hui, ce n'est pas que l'une soit plus démocrate que l'autre, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que l'une aime le Mali plus que l'autre, ce n'est pas vrai. C'est qu'on a les mains, on a des points divergents pour arriver peut-être au même objectif. Ça, il ne faut pas qu'on se considère déjà comme des ennemis, livrer certains à la pourriture et que d'autres sont les meilleurs fils du Mali. Non, ça, je veux que ça soit clair. C'est-à-dire, moi, je crois que... la question sécuritaire. Sur la question sécuritaire, aujourd'hui, nous avons plus de 575 000 Maliens exilés internes, déplacés internes. Nous avons plus de 1000 écoles fermées. Nous avons des blocus dans les pays du centre où encore on voit les zones de sécurité, le terrorisme frapper jusqu'à vers Sikasso à Kemparana, jusqu'à Koulikoro à Banamba il n'y a pas longtemps. Et vous avez entendu sur les médias encore des nouvelles victimes qui se sont faites. Parmi les victimes, il y a un des proches et le chauffeur de Assimi Goïta, pas loin pas loin de Bamako. Et vous avez vu qu'il y avait même une attaque, un camion bélier dans le camp de commandement du Mali. Mais vous pensez que depuis 2012, si nous n'y arrivons pas, et qu'aujourd'hui, nous avons des armes à hauteur, et que ça ne se fait pas, c'est parce qu'une guerre parallèle implique beaucoup de gens, beaucoup de partenaires, énormément de partenaires. Il y a ceux qui savent tirer les ficelles, apaiser, ceux qui savent endurcir. Il faut voir tous ces gens-là, parler, et puis qu'on puisse avoir quelque chose qui puisse nous sortir de là. Et pour sortir de là, j'ai toujours prôné que le tout militaire n'est pas une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Les Occidentaux négocient bien avec les terroristes. Lorsque leurs otages sont pris, ils négocient pour se faire libérer. Ils sont entre les mains des... Je pense qu'à un moment... Donc il faut négocier avec les Amadou Koufa, tout ça? Oui. Même les résolutions du dialogue inter-Assimi viennent de le proposer. Ils ont proposé une candidature militaire, la généralisation, rendre généraux les militaires et aussi négocier avec tout le monde. Je veux dire, si la paix vient par là, pourquoi pas? Vous croyez que les pays qui ne subissent pas de terrorisme, qui sont à côté de nous, est-ce qu'ils n'ont pas acheté la paix? Très rapidement, Sadio Morel Kanté, très rapidement. Mais alors vraiment, est-ce qu'à cette table, on peut admettre que les autorités maliennes ont des informations que nous, on n'a pas, qu'ils ont la souveraineté des choix, à la fois militaires et politiques, sur la base d'éléments précis que nous, à cette table, on ne peut pas ne pas. D'accord. Est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce qu'on peut admettre ça, au moins? Mais, moi, je ne suis pas un spécialiste en stratégie. Je veux dire, je pose juste la question. Nous avons comme voisine, l'Algérie a connu le terrorisme. L'Algérie est arrivée à une solution. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le terrorisme est pratiquement inexistant, sinon par des cellules peut-être dormantes.
Voilà. Mais l'Algérie n'a pas discuté avec les terroristes. Hein? Oui, bon, quelle est la solution qu'elle a prise pour le faire? Allons à cette solution alors. L'essentiel est que ça finisse. Mais ça ne peut pas finir. Oui. Lorsque on dit qu'il y a des Maliens, plus il y a des Maliens, moins, qu'on appelle à un dialogue inclusif en suspendant les partis politiques, en disant que d'autres ne peuvent pas, même les séparatistes, ils ne sont pas non moins maliens, ils ne peuvent pas siéger là et tout ça, on ne va pas vers la paix. Il y a des gens, il y a des Maliens pour s'être exprimés, qui sont en prison, pour avoir dit que la vie est chère, qui sont en prison, pour avoir été fixeurs d'un journaliste, se trouvent en exil. C'est légitime. Ça n'a rien à voir avec la question sécuritaire. Oui, mais non, je parle de... Non. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. J'ai donné les éléments pour aller au truc sécuritaire, à une solution sécuritaire. La solution sécuritaire, c'est aussi de parler avec tout le monde. Que tout le monde propose quelque chose. Et nous sommes dans une situation où chaque personne ne parle à cette gente-là, sauf ses affaires. Alors, le Mali parle aujourd'hui avec le Niger, avec le Burkina Faso. Ils sont même en train de mettre en place, d'envisager, d'esquisser une confédération. Alors, l'AES, si l'AES existe, je ne vois pas pourquoi le panel de démocrates ne doit pas exister. Parce qu'on n'a pas vu d'acte fondateur de l'AES. Et nous n'avons pas d'acte fondateur. Pourquoi on veut plus donner de légitimité à l'AES que nous? Pourquoi un président non élu et qu'on sait que c'est un président de la République qui engage son pays pour des problèmes sécuritaires? Il faut pouvoir lever des fonds dans des banques. Il faut pouvoir acheter du carburant. Il faut pouvoir renouveler les matériels militaires pour se battre. Alors, quand on est dans un tel blocus où on ne peut pas lever de fonds, tout dernièrement, l'UEMOA a pu donner 19 petits milliards remboursables au cours de la même année. Une dette de manque de confiance qui a été donnée au Mali. C'est très politique, la critique de Sadio Morel, quand elle est très politique, elle pense que si on parle encore de terrorisme au Mali, c'est parce qu'on a adopté la mauvaise stratégie, enfin une mauvaise stratégie, c'est ce qu'elle pense, mais elle a le droit de penser ce qu'elle veut, totalement. Tout le monde ici a le droit de penser ce qu'il veut. Et la question, c'est, excusez-moi, monsieur Oussouf Diagola, la HAC, la Haute Autorité de la Communication, en interdisant il y a quelques jours à tout média de communiquer sur les activités des partis politiques, reprend à son compte l'argument développé la veille, je crois que c'était le 11 mai, mais la veille le 10 mai, développé par le pouvoir, qui dit les activités politiques, c'est du bavardage inutile et c'est de la subversion. Non, bavardage stérile et de la subversion. Comment comprendre chez le pouvoir malien la décision d'interdire les activités des partis politiques? Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a le décret qui a décidé d'interdire les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. C'est ça. Ça, c'est vrai. Il y a le fait que la HAC s'est immiscée dedans, la Haute Autorité de la Communication, mais qui finalement est passée comme un coup de vent, ça fait pchit, parce que personne ne l'a écouté, c'est pas son rôle. La HAC voulait interdire aux médias de ne pas faire de reportage sur les activités politiques. Le président de la Maison de la Presse est sorti vigoureusement et a protesté, et tout le monde a protesté. Pour la HAC, on n'en parle plus, on ne met pas dessus. Très bien. Pour le décret qui interdit les activités politiques, le gouvernement a expliqué que, comme quoi, c'était que le dialogue intermalien se passe dans les meilleures conditions. Et on a vu que des partis politiques, et pas des moindres, ont décidé de ne pas y participer. Certains ont participé. Très bien. Ok, très bien. C'est bon de le dire, de préciser les choses. Alors, maintenant, le point qui reste, si c'était juste pour la bonne tenue du dialogue intermalien, le dialogue intermalien est fini. Maintenant, ce décret, on doit le lever et laisser les partis politiques faire leurs activités comme ça se passe normalement. Si seulement si c'était la raison de la suspension des activités politiques, mais pas seulement la suspension des partis politiques. Maintenant, on attend que le gouvernement lève ce décret et que les partis fassent leurs activités comme il se doit. Madame Coulibaly, vous revenez de Bamako. Vous avez participé au dialogue intermalien. Quelle appréciation faites-vous de la situation sur le terrain, concrètement? À cet heure, vous êtes la seule qui revient. Il y a 2 jours encore, vous étiez à Bamako.
Quelle est la situation sur les terres? Pourquoi, selon vous, le pouvoir malien interdit désormais toute activité politique? Merci, mais je voudrais juste répondre à Sadio. Je ne t'ai pas doigté. J'ai dit le parti que vous avez créé. Et d'ailleurs, je ne devais même pas parler de ça dans la mesure où ça a été... donc vous êtes... qu'est-ce que je veux dire? Le procureur de la République a fait un communiqué par rapport à votre situation. Donc, je devais même initiative, pas, oui. Voilà, votre initiative. Je ne devais même pas en parler. Mais je dis tout simplement, Sadio, si vous êtes si patriote, si vous êtes si politiquement engagé, pourquoi vous cachez? Pourquoi, surtout vous, qui avez lutté effectivement à côté de moi, et qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de tous les fils, de tous ses fils, pourquoi vous cachez? Pourquoi vous mettre dans la clandestinité? Mais au lieu de me dire cracher ou clandestinité, je ne crache sur rien. J'ai une autre démarche. Non, par rapport à vous cracher. Non, pas cracher. Cacher. Pourquoi on se cache? Cracher, je n'ai pas dit cracher, cacher. Pourquoi on se cache? Voilà. Mais je suis là. Non. Il y a mon numéro de téléphone sur tous les partis. Sur votre communiqué que nous avons eu, il n'y avait pas de nom. Il y avait un numéro de téléphone. Oui, mais un numéro de téléphone est une signature, madame. Oui, mais il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. C'est dire qu'on peut nous joindre. Désolé, on n'a pas les mêmes appréciations. Il y a 3 numéros de téléphone. Alors, donc, je vais aussi... Alors, Madame Koulibaly, finissez. Je ferme la parenthèse. Je vais aussi vous dire que Sadio parle du Mali sans être réellement au courant de ce qui se passe au Mali. Non, je ne veux pas dire ça. Non. Vous allez répondre. Mais je suis d'accord que je mais vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Sadio. Vous allez répondre. Madame Kanté. Je ne connais pas ton institution. Par contre, je te connais toi. Et c'est toi qui es en face de moi et qui est en train de parler. Voilà. Si aujourd'hui, vous dites qu'il y a 500 et 1500 écoles fermées. Mais est-ce que tu sais d'où nous venons? C'était pas 1500 écoles qui étaient fermées. C'était plus de 4000 et quelques écoles qui sont fermées. Quand tout le Nord était encore... Je sais aussi qu'à Kidal, aujourd'hui, les enseignants ont écrit au préfet pour regagner leur poste qui n'arrive pas. C'est pas ce que je veux. Non, bien sûr, écoute, c'est pas ce que je veux. Bien sûr, c'est quelque chose que vous déplorez, vous dites. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Ne me faites pas croire. On est d'accord. Absolument. On est d'accord. Madame Fillier, puis vous répondez, s'il vous plaît. Si vous déplorez, c'est normal que tu déplores. Mais la réalité du terrain est là. Notre transition qui est là aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. Ce que la transition a pu réaliser en 4 ans, oui. La démocratie ne l'a pas réalisé en 32 ans. En 32 ans, le Mali est tombé. Aujourd'hui, l'armée, comme je venais de vous dire, l'armée était tombée. Bien sûr. Aujourd'hui, l'armée est requinquée. Mieux formée, mieux équipée. Aujourd'hui. Mieux formée, mieux équipée. Il faut leur rendre hommage. Non, je ne peux pas rendre hommage parce qu'elle s'est fait allier. Non, on ne vous oblige pas, ne vous en faites pas. Avec une institution Wagner, qui est une institution mercenaire, non reconnue par le Mali. S'il vous plaît. D'accord, très bien. Quand je parle, je l'écoute. S'il vous plaît. Quand je parle, je ne peux pas... Je ne vous interdis pas de vous répondrez après. Je ne peux pas débattre comme ça. C'est qu'on s'écoute, chacun avance ses arguments. Absolument. Mais quand vous me coupez, que vous m'empêchez de parler, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Voilà. Tout simplement. C'est... Voilà. Voilà. Aujourd'hui, le Mali a pu... Elle m'a même fait perdre... Une armée mieux formée aujourd'hui, mieux équipée. Mieux équipée. Sans doute les industries extractives aussi, non? Qui se trouvent sur le terrain. Le Mali, il y avait les trois quarts du Mali qui étaient en zone rouge, qui était insécurité, où personne ne pouvait même se déplacer. Aujourd'hui, demandez... Le drapeau malien est à Kidal. Le drapeau malien est à Kidal. Le drapeau malien flotte partout, sans compter que les personnes, comme vous m'avez parlé du dialogue intermalien pour la paix, combien de personnes se sont déplacées pour... Les dialogues intermaliens pour la paix a commencé dans les communes.
717 communes ont pu participer au dialogue intermalien pour remonter sur les 19 régions et districts de Bamako qui ont participé et venir terminer à Bamako le 6 et 12 pour ce dialogue-là. Il y avait un engouement, un espoir qui a été créé. C'est la première fois qu'on donne la parole au peuple malien de dire réellement ce qu'il pense de ce pays-là. Il y a eu évidemment les assises, il y a eu la DEN, il y a eu... Mais là, c'est particulier. Les gens ont bien ouvert leur cœur. Ils sont arrivés en faisant des propositions afin que le Mali puisse se tenir debout. Et donc ça, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Rien n'est fait. Les salaires n'étaient pas payés. Aujourd'hui, les salaires sont régulièrement payés. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y en a tellement. Il y en a. Qu'est-ce que je veux dire? Cette transition a tellement travaillé que c'est les gens eux-mêmes qui disent qu'il n'y aura même pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection tant que le Mali n'a pas été stabilisé. C'est vrai, il y a le problème d'électricité. Mais le problème d'électricité, qui l'a provoqué? Ça vient d'où? Ça ne vient pas comme ça. Le problème d'électricité, ça vient de loin. C'est bien durant ces 32 ans qu'il n'y a pas eu d'investissement. Il y a eu les vols, il y a eu la gabégie, il y a eu tout. Ce sont les dirigeants qui l'ont fait. Et sans compter que l'administration malienne est sclérosée. Pourquoi? Parce que c'est les partis politiques eux-mêmes qui ont fait une pâle d'araignée, voilà, où si tu n'es pas dans un parti, tu ne peux pas avoir une place dans l'administration. Et ça, c'était avant? Ça, c'était... De toutes les manières, les mêmes sont encore là-bas parce que la transition ne peut pas licencier tout le monde, sinon il n'y aura pas d'administration. Bien sûr, on a besoin, effectivement. On a encore besoin. De cas, absolument. Voilà. Il y a la Constitution qui a été mise en gros, en place. Une grande satisfaction avez-vous par rapport à ce qui est fait? Ce n'est pas à mon niveau, mais c'est au niveau du peuple malien. Je viens du Mali. Évidemment, il y a des problèmes. Comme partout, d'ailleurs. Comme partout, et des problèmes qui viennent de loin. Et la transition, les responsables de la transition... Mais les critiques, vous pouvez les entendre. On les entend. C'est évidemment. C'est la critique qui fait avancer... Le Mali, il appartient à tout le monde. Tous les Maliens ont le droit de donner leur point de vue. C'est clair. Mais dire qu'on va essayer de déstabiliser le Mali à travers des mises en place qui viennent de l'extérieur, ça, non, ça, je ne peux pas l'entendre. Très rapidement, Sadio Morel, quand un paradoxe, vous me direz, c'est vous qui êtes malienne, hein? J'ai fait beaucoup d'émissions de par le passé sur le Mali. Et je sais que quand le Malien en a ras-le-bol, il descend dans les rues. Je me souviens encore d'une émission que j'avais faite où des millions de Maliens étaient dans les rues sous l'égide de Mahmoud Dicko. Oui, on était présentes en tant que démocrates toutes les deux à l'époque sur vos plateaux. Oui, je sais. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. D'accord. Oui, ok. Et vous pensez que c'est parce qu'ils sont terrorisés qu'ils ne sortent pas dans les... S'ils étaient aussi insatisfaits, aussi mécontents, pourquoi ils ne le font pas comme ils l'ont fait de par le passé? Puisque le peuple malien n'est pas un peu peureux. Non, c'est un peuple qui exprime clairement ce qu'il a envie d'exprimer. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Mais d'abord pour Kidal, je veux dire que les hommes armés sont sortis avec armes et bagages, on ne les a pas pris. Et que premièrement, c'est le drapeau de Kidal, de Wagner qui a flotté sur le fort de Kidal. C'est pas vrai. Je déplore. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Voilà, vous me dites... on va la laisser, okay. On va la laisser, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire 4 ans après que tout ce qui arrive de désagrément au Mali, c'est encore la faute de ceux qui étaient là il y a 32 ans. Dans ceux qui étaient là il y a 32 ans, il y a aussi Assimi, qui n'avait que 30 ans lorsque Ibeka est arrivé au pouvoir. Il était sur le terrain, lui. Oui, il a même fui à un moment avec Gamou. Il était sur le terrain, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut diriger le Mali parce qu'il sait ce qui se passe à l'intérieur du Mali. C'est pas parce que je n'étais pas au Mali. Il est sur le terrain. Je n'étais pas sur le terrain malien. Rien que pour avoir été à Pau. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Le fait qu'on a convoqué nos dirigeants, être sur tous les plateaux pour défendre le Mali,
le présentateur ici, et on est témoin, vous n'allez pas nous dire ce n'est pas à Pau que se trouvent les difficultés. On ne sait pas. Madame Coulibaly, pour son pays. Permettez qu'on dise qu'il n'y a pas que sur le terrain militaire qu'on se bat. Assimi s'est battu comme ça. Moi aussi, pendant des années, je me suis battu autrement. C'est toutes ces batailles-là. Oui, minimisez comme vous voulez. C'est toutes ces batailles-là qui font le combat, à mon avis. À moi, il est important. Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, on me dit que le problème sécuritaire doit être réglé, doit d'abord être réglé pour que l'élection se tienne sur l'ensemble du territoire. C'est le peuple malien. Je veux dire, comment a-t-on pu... On a tenu un référendum populaire dans les mêmes conditions. Choisie par le peuple malien. Dans les mêmes conditions. Quand vous dites que le peuple malien sort quand il le veut, mais le peuple malien qui sort si massivement, qui sortait lorsque Assimi faisait appel, on a vu, mais au référendum, on n'a même pas pu, pour les manifestations, pour voter oui au référendum, le stade de 80 000 places n'a même pas fait la moitié, par 2 fois. On a vu les vides. Le référendum est passé, en tout cas. Ils sortaient à la CEDEAO. Ils ont fait appel à mobilisation. Non, je finis. La souveraineté retrouvée, il y a eu 2 millions au peuple malien. À la place de l'indépendance, le pouvoir et ses proches ont fait appel à la mobilisation. À la place de l'indépendance, là où se tenaient à peu près 2 millions de Maliens pour chasser Ibeka, n'a même pas recueilli 1000 personnes. N'eût été les armes aujourd'hui. Donc vous en concluez quoi? Non, il y a eu des solidarisations. Autant au départ, il y avait cet engouement où on ne pouvait même pas dire... Il y a toujours cet engouement. Mais il n'y a pas de mouvement contre. Il n'y a pas de mouvement de protestation. Oui, mais il y a de plus en plus de voix qui protestent. N'eût été les armes que le peuple malien a sur sa tempe. Ah d'accord, pensez-vous? Voilà, je le pense et je le vois. On en serait déjà arrivé, mais ça va pas. Mais regarde, vous ne pouvez pas nous dire que vous avez chassé un pouvoir pour ces manquements et que 4 ans après, ces manquements existent et que vous l'attribuez toujours à notre pouvoir. L'électricité, on sait qu'il y a des problèmes. Vous pensez que l'électricité, il faut des forces endogènes. Ça se rétablit comme ça. C'est des investissements. Je propose qu'on marque une coup de pause. On parlera de votre initiative tout à l'heure, mais ça dure 1 minute. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. Non. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre. Pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple, la RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Mali. Mes 3 invités maliens sont toujours avec moi et j'en suis heureux.
Oussouf Diagola, vous vouliez répondre par rapport au point de vue visiblement irréconciliable de vos deux compatriotes ici sur le plateau par rapport au regard porté sur la gouvernance du président Assimi Goïta et du degré de satisfaction du peuple malien, puisque visiblement, Sadio Morel Kanté nous explique que c'est parce que les Maliens ont le fusil sur la tempe qui ne descendent pas dans les rues, si tant et qui sont mécontents et insatisfaits. Non, mais il faut quand même reconnaître quelque chose, qu'avec le pouvoir de transition, le Mali a fait de grands pas. Sur l'ensemble des plans de la gouvernance, le Mali a fait un grand pas. Et la première des choses, c'est le plan sécuritaire. Ce régime a doté le Mali d'une armée forte, d'une armée qui peut faire face à l'ennemi aujourd'hui. Et le Mali est en train de reconquérir petit à petit les pans du pays qui étaient perdus. 1. 2, ce qu'il faut ajouter à cela, peut-être un peu nuancé, c'est que c'est vrai, il y a eu le référendum qui a été tenu et les uns et les autres parlent encore d'organiser des élections alors que, bon, on a tenu le référendum dans des conditions que tout le monde sait. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'est pas sûr, il n'est pas du tout sûr que tous ceux qui sont en train de crier « faites les élections », puissent aller mener campagne. D'abord, pourquoi? Parce que l'insécurité est partout, elle est résiduelle. Je crois que vous venez de le dire tout à l'heure. Pourtant, vous dites qu'il y a des améliorations. Il y a des améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations. Pourtant, le référendum s'est tenu sur l'étendue du territoire, dans les mêmes conditions. Il y a une dizaine de jeunes qui partaient s'inscrire tout dernièrement. Ce que dit Sadio Morel Kanté, excusez-moi, ce que dit Sadio Morel Kanté n'est pas dénué de sens. Non, ne prenons pas les effets de loupe. Ne prenons pas les effets. Il n'y a pas d'effet de loupe. Ne prenons pas les effets de loupe. Aujourd'hui, tout le monde sait. Moi, Mais attends, les élections, le référendum s'est tenu sur l'étendue du territoire ou pas? Le référendum ne s'est pas tenu sur l'étendue du territoire. Qui rentre dans la Constitution est plus important que d'élire un seul homme. Écoutez, le référendum rentre dans l'âme de notre pays, qui est la Constitution. Qu'est-ce qui a amené ce coup d'État? Beaucoup de facteurs peuvent le faire. Ce coup d'État a été provoqué parce que l'élection de Ibeka a été faite dans de très mauvaises conditions. On n'a pas pu voter partout et les résultats ont été falsifiés un moment au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc la mauvaise organisation des élections a amené ce coup d'État. Si aujourd'hui les partis politiques, entre autres, si aujourd'hui les partis politiques s'entêtent encore à aller dans des élections et dans des conditions encore pires qu'avant, c'est sûr qu'après-demain, il va y avoir encore un autre coup d'État. 2. Troisième point que je voulais dire, vous avez parlé aujourd'hui du peuple, chacun parle du peuple. Mais on sait aujourd'hui que l'engouement qu'il y avait derrière le pouvoir de transition, derrière les militaires qui ont fait le coup d'État, est en train de s'effriter petit à petit. Mais cela ne veut pas dire que cet engouement s'effrite, que l'opposition pense qu'il a le peuple derrière. Non. Aucun parti aujourd'hui ne peut réunir 100 personnes dans les rues de Bamako. Tous ceux qui sont en train de crier aujourd'hui, non, le peuple, mais le peuple c'est qui? Chacun peut crier au nom du peuple. Le peuple est résilient aujourd'hui au Mali. Et le peuple est d'accord qu'ils sont... Et peut-être aussi résigné. Pas résigné. Non, le peuple malien n'est pas résigné. Il y a un degré de résignation. Il y a un degré à tout. Oui. Il peut arriver un moment ou un autre où le peuple va se dire maintenant ça suffit. Et je crois qu'il y a des signes qui sont en train... Il y a un petit frémissement sur le terrain social qui est en train de se passer. Et surtout, il faut faire attention à ce que ce frémissement ne vienne pas des religieux. Parce que l'autre jour, on a vu qu'à la grande mosquée de Bamako, les jeunes religieux ont dénoncé. Ils ont dénoncé le fait que c'est sous le régime de Assimi Goïta qu'on est en train d'attaquer l'islam. Et l'islam, aujourd'hui, quand on parle de l'islam, on parle du Haut Conseil islamique, on parle de Mahmoud Dicko, on parle de toutes ces forces religieuses qui sont là, qui peuvent aujourd'hui constituer un goulot d'étranglement à la bonne marche de la transition. Et s'il y a une prise entre cette force sociale et des partis politiques, on en doute fort parce que les partis politiques sont complètement discrédités et elles sont léthargiques. Absolument, je suis d'accord. Ça ne va pas. Si jamais il y a cette congrégation entre les forces sociales et les forces religieuses, il faut craindre pour la suite de cette transition.
Madame. Juste un mot par rapport aux forces religieuses. Évidemment, vous avez vu la prêche qu'il y a eu vendredi dernier, mais il n'y avait pas, le monde escompté n'était pas là. Parce qu'en réalité, les Maliens ne sont plus des enfants que l'on tourne, que les partis politiques tournaient parce qu'ils donnaient des billets. Non, aujourd'hui, le Malien... Ce que vous dites équivaut de tous les côtés. Voilà. Ça équivaut de tous les côtés. Madame Coulibaly, expliquez-nous quelque chose. Comment comprendre cette dissension entre l'imam Dicko, Mahmoud Dicko aujourd'hui, et le pouvoir malien au point qu'il a été reçu en Algérie? Ça a été d'ailleurs l'une des choses qui ont alimenté la mésentente entre le pouvoir malien et le pouvoir algérien. Qu'est-ce qui oppose aujourd'hui? Moi, je vous pose la question parce que je connais la capacité de mobilisation de Mahmoud Dicko. On l'a vu de par le passé. On sait ce qu'il incarne au Mali. Il incarne beaucoup de choses pour les Maliens. Qu'est-ce qui fait que le fils, on va dire ça comme ça, dans un contexte africain, le fils et le père ne s'entendent pas? Ben, de mon humble avis, oui. C'est que Mahmoud Dicko s'est hasardé sur un terrain politique. Le religieux, c'est le religieux, et la politique, c'est la politique. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui? Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui, oui. Mais maintenant, ça n'a pas commencé, d'autant plus qu'avec les régimes passés, depuis ATT, Ibeka, il a défait et refait les gouvernements. Et d'ailleurs, même le premier gouvernement, c'est lui qui a aussi proposé les premiers responsables. Mais il arrive un moment, sûrement que le vase déborde, il faut mettre de l'ordre. Parce que le Mali, les gens ne voient pas. C'est que le Mali est un pays qui est tombé complètement en désordre. Est-ce qu'on peut gouverner un pays dans le désordre? Un pays où les religieux gouvernent, un pays où les syndicats gouvernent, un pays où la jeunesse gouverne. Ils prennent un peu trop de pouvoir, c'est ça? Chacun veut le pouvoir. Ouais. Et ce pouvoir-là, et tout le monde veut que le Mali avance. Comment le Mali peut avancer dans le désordre? Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait l'autorité de l'État. Et quand on parle de l'autorité de l'État, évidemment, ce n'est pas simple et ça ne plaît pas. Et or, tout le monde veut aussi le bonheur. Tout le monde veut qu'il y ait la sécurité alimentaire, qu'il y ait l'école qui est tombée, la santé est tombée, les infrastructures de base, il n'y a plus rien nulle part. Tu me parles de Kidal, mais c'est valable partout. Il y a, comment dit-on, les infrastructures routières, ferroviaires. Kai, on a vu, le seul train qui relie Kai à Bamako était arrêté depuis combien de temps? Et ils l'ont repris et c'est la même chose. La seule route qui relie le sud au nord, aujourd'hui, est impraticable. Et il n'y a pas d'avion suffisamment. Donc le nord est presque coupé aussi du sud. Et ça, nous sommes dans ça, et c'est dans tout le pays, nous sommes dans ça. Et notre transition, le colonel Assimi Goïta et ses cinq compagnons et le PM et le gouvernement du Mali essayent de trouver une voie dans tout ça pour redresser le Mali. Ce n'est pas facile de redresser un pays qui est tombé 32 ans durant. Même si ma fille Sadio dit que 4 ans c'est suffisant, je ne pense pas. Ça, c'est un point important. C'est un point important qui m'amène à poser la question suivante. Sadio Morel, Kanté, de ce qui est dit et de ce qui est observé dans votre pays, ce n'est même pas en soi un problème de qui est au pouvoir. Il y a des problèmes intrinsèques qu'on ne peut résoudre en 4 ans, de sorte que même si aujourd'hui... D'accord. Richard, permettez-moi, j'ai déjà... Après, vous me direz, hein, encore une fois, c'est vous qui êtes malienne. Si eux veulent gérer tous les problèmes du Mali avant de partir, le prochain, quand il viendra... Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Hein, non, je sais de quoi je réponds. Oui, c'est ça. Quand ils disent qu'il faut qu'ils règlent ci, ça, finalement, quelles tâches ils laisseront au prochain président qui viendra? Et je veux revenir sur un point que chacun a évoqué ici, la question de la déstabilisation du Mali à partir de l'extérieur. C'est un narratif dans le communiqué qui a été repris par quasiment vous tous ici et par beaucoup de Maliens. On n'a jamais dit qu'on voulait déstabiliser le Mali. Mais qu'on forme un gouvernement parallèle. Non, on a dit on utilise les outils légaux à notre disposition. La mobilisation. Les outils légaux? Oui, la mobilisation. Ça, c'est légal.
Non, la mobilisation pour nous imposer. C'est-à-dire, nous, ce que... Non. Sadio Morel, Kanté. Attends, on a le droit de se mobiliser ou pas, nous, les Maliens? Non, vous avez tout à fait le droit on a le droit, la mobiliser. Constitution... Mais ne parlez pas de gouvernement à l'étranger. Mais pourquoi pas? Mais il n'y a pas de gouvernement. Mais ceux qui ont pris le coup d'État afin d'être légaux aujourd'hui, comme ils le disent, moi je ne pense pas qu'ils sont légaux. Mais donc vous êtes dans la déstabilisation. Moi je ne peux pas encourager. Mais dans mon émission... soyons sérieux une minute. Est-ce que ce n'est pas une façon de m'exprimer? Est-ce que vous ne pouvez pas voir ça en termes de liberté d'expression, de m'exprimer et de vouloir mettre la pression dans les autorités de mon pays? Ça, ce n'est pas une pression parce que... Non, les mots ont leur importance. Bien sûr. Monsieur Togbé, soyons clairs, soyons sérieux une minute. Soyons sérieux une minute. Bien sûr, s'il vous plaît. Finissez, s'il vous plaît. Ce qui nous motive. Bien sûr, allez-y. Si c'est illégal, donc on est entre illégaux à le faire. D'accord. Et qu'on soit d'accord là-dessus une bonne fois. Tu ne vas pas te comparer à un État, à des autorités pour arriver là. Parce que je n'ai pas pris d'armes. Parce que nous n'avons pas pris d'armes. Tu ne vas pas te comparer. Vous êtes dans la lutte politique, c'est ça? Voilà, nous sommes dans une lutte politique. Nous sommes dans une lutte politique et ils ont tout à fait le droit, en tant que Maliens, de dire leur avis. Voilà. Mais je ne sais pas si communiquer ce panel est insignifiant. Personne ne connaît M. Adaman Touré au Mali. Personne ne connaît ce parti. Monsieur Adaman Touré, malheureusement, a eu un retard et n'a pas pu venir il était attendu dans cette émission. Allez, on va s'écouter. Il y a déjà eu un précédent. Je voudrais juste... pour décider que personne ne nous reconnaît. Non, pas qu'on ne vous reconnaît pas, qu'on vous connaît. C'est une déstabilisation du Mali. Et ça, est-ce que ça fait qu'il n'est pas de la République, je n'ai pas dit ça. Mais bon, alors, ce qu'on va faire, s'il vous plaît. On la laisse vous finir très rapidement, puis vous le répondez. Regardez, avant 1998, que je n'arrive au Mali, personne ne me connaissait. Pourtant, je me suis imposé comme une forte figure de la presse au Mali. Personne ne me connaissait. Je venais de vous rencontrer. Ne me dites pas que... De toutes les façons, les institutions ont reconnu que la 6e région de l'Afrique, c'est la diaspora. Tous nos pays reconnaissent aussi la force de la diaspora. Nous avons une façon de nous exprimer. Oui, nous voulons nous faire entendre. Mais avec les mots, les concepts, mais on ne cherche pas à déstabiliser l'État malien. Gouvernement parallèle. Si tu aimes ton pays, est-ce que nous avons parlé de parallèle ou c'est un narratif du gouvernement que vous reprenez? Nous avons dit un gouvernement en exil. Voilà. Un gouvernement, nous prenons compte de la symbolique pour pouvoir nous exprimer. De la symbolique, d'accord. De la symbolique pour pouvoir nous exprimer. Mais ce n'est pas de la symbolique. Là, ce n'est pas de la symbolique. C'est pure parce que vous mobilisez pour faire un soulèvement populaire. Voilà. Vous n'y arriverez pas. S'il vous plaît, madame. C'est purement symbolique. Très bien, on l'a compris. S'il vous plaît, on laisse. Nous sommes des Maliens. Restons des Maliens. Tous les Maliens peuvent... Mais on a compris. On a compris. Ce que je voulais signaler, c'est que ce n'est pas la première. Il y a déjà eu un précédent. Il y a eu un Malien qui s'est déclaré président de la République du Mali en Côte d'Ivoire. On a vu comment ça s'est terminé. Et c'est des gens comme cela qui veulent se faire entendre, qui veulent se faire voir, qui sortent de n'importe où, juste, parce que c'est vrai, on sait en communication politique, pour se faire entendre, pour se faire voir, il faut taper gros. Il tape gros, mais là, franchement, c'est complètement à côté. Personne n'en parle. Je ne permets à personne de dire que c'est à côté. C'est complètement à côté. Personne ne vous prend au sérieux. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a eu une vingtaine de partis qui ont dit qu'ils ne... Sur 200. Les 200 partis politiques... Montrez-moi juste sur les 200 partis politiques. Et vous verrez que les 200 partis ils vont disparaître un à un. Sur 200. Voilà, c'est clair. Non. Sur 200, comptez-moi juste 10 partis qui peuvent voter sans 80 partis politiques, 20 qui nous dénoncent. Vous avez le reste avec vous. Le nombre ne fait pas la masse. Non, le nombre ne fait pas la masse. Il y a 200 partis politiques au Mali. Attends, vous êtes venus... Si vous parlez tous en même temps, on ne va pas s'en sortir, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un grand nombre de partis politiques
politique qu'il faut prendre ce nombre comme faisant la masse. Le nombre ne fait pas la masse. Mais c'est vous qui avez parlé du chiffre, c'était pas moi, désolé. Non, je dis, il y a 20 partis politiques aujourd'hui qui ont déclaré non, parce qu'il y a une formation qui a fait une déclaration très sensée avec les partis les plus importants du pays pour dénoncer le gouvernement. Les partis politiques, justement. De toute façon, nous ne voulons pas faire avec les partis politiques. Mais avec tous ceux qui ont mais quand vous dites vous parlez de qui? C'est-à-dire nous, les panels des démocrates maliens. Et même ces partis politiques sont anonymes. On ne sait pas qui c'est. Les démocrates maliens en exil. Nous n'avons pas tenu compte. Mais vous n'êtes pas en exil, vous? En exil. Vous êtes en exil, vous? Attendez, ceux qui sont en exil économique, en exil du genre, en exil politique, en exil climatique. Ça devient un peu tout. C'est pour cela cette affaire n'est pas du tout sérieuse, il ne faut pas en parler. Mon père était un exilé économique depuis 1961. Quand ça n'allait pas au Mali, il est allé s'installer ailleurs. Aujourd'hui, il construit des mosquées, des centres culturels et des forages qui donnent au Mali. Donc ne me dites pas que c'est pas qu'on est en exil, que l'exil n'est que politique. C'est pas possible, c'est pas vrai. Diagola est un produit issu de l'exil climatique et économique. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. S'il vous plaît. Alors, très rapidement, malheureusement, on est à la fin de cette... C'est très intéressant, cet échange. C'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il faut qu'on comprenne, vous revenez encore une fois du dialogue intermalien. Comment évaluez-vous les chances de consensus politique à venir, parce qu'on ne va pas interdire les activités politiques indéfiniment. À un moment donné, il va falloir qu'on se parle, que tout le monde ait le droit de dire ce qu'il pense de son pays, le Mali. Le Mali appartient à tous les Maliens. Comment évaluez-vous justement les chances ou les possibilités d'un retour à une vie politique normale au Mali, où chacun dit ce qu'il pense? Mais Richard, oui. Il n'a jamais été interdit aux Maliens de dire ce qu'ils veulent. De dire politiquement, ou même le citoyen lambda, de dire ce qu'il veut, tant que ça ne déstabilise pas l'État, tant que voilà, c'est sa liberté d'expression. Merci pour Rose Bichère. Qui ne déstabilise pas. Rose, tu ne sais pas ce que... Tu étais là-bas lorsqu'il y avait le jugement. Pourquoi elle est encore là? C'est pas parce qu'elle a dit que c'est la vie chère. Non. Ça, c'est vrai. Il y avait beaucoup... Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. C'est pour ça que je dis, ou informe-toi bien, ou bien il faut aller voir au Mali. Alors, s'il y a une autre raison et qui mérite qu'elle soit là-bas, je suis derrière la justice. Mais il faut que cette justice aussi soit noble et équitable. Je veux juste dire, quand l'État est dans des difficultés, ces partis politiques, on ne les entend jamais. Lorsque le bateau Tombouctou a été frappé par les terroristes, qu'il y a des centaines de morts, je peux juste là dire, il n'y a que Mara qui a dit un petit mot. Les autres partis politiques... Non, il y a d'autres partis qui ont réagi. Il y a beaucoup de partis qui ont réagi. Ils n'étaient pas nombreux. Quoi qu'il en soit. Et lorsque les camps ont été également tirés, il y a plein de Merci. Je veux dire tout simplement... Mais vous n'allez pas dire la parole aux partis politiques et ne les avoir lorsque ça vous arrive. Je veux juste dire que les partis politiques, c'est le Mali. Le Mali nous appartient tous. C'est ça. Aujourd'hui, si le Mali arrive à s'en sortir, si les partis politiques ou Sadio Morel qui a créé son truc se bat pour le Mali, c'est parce que le Mali existe. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est de notre devenir qu'il s'agit. Et ce devenir-là, c'est tous les Maliens qui doivent se donner la main. C'est profond ce que vous dites. Pour pouvoir tirer le Mali du haut. On a des ennemis à l'intérieur, on a des ennemis à l'extérieur. Absolument. Le fait que le Mali ait dénoncé les accords de défense, que le Mali ait dit au ministère, il faut partir. Laisse que le Mali ait dit, il faut partir. Merci. Tout ça. Est-ce que c'est là Merci. Est-ce que le Mali va se dire... Merci à vous. C'est une lutte que le Mali emmène pour sa souveraineté. Le Mali lutte aujourd'hui. Il y a un programme bien clair de Hassimi Goïta. On ne le connaît pas. La souveraineté du Mali. Le Mali n'a jamais perdu sa souveraineté. On est à la fin de cette
émission. Merci d'avoir accepté. Merci à vous trois. C'était pas simple. Et les gens voient la passion qui vous anime les uns les autres. C'est la passion du Mali, c'est la passion du... Ça se comprend. Je pense que ça se comprend parce que Absolument, nous avons totalement. tous ici en commun ce pays que moi j'ai aimé de là où je suis né, à plus de 6000 Merci à km. vous. Merci. J'en parle la langue. Merci. J'ai transféré Merci. cette Vous vous langue-là appelez d'ailleurs à mon Kanté. fils. À mon Kanté, fils vous qui est êtes, né oui. à 9000 km de là où moi je suis né, je lui ai transmis la langue du pays de mon père. On sent Vous comprenez? la passion. Donc c'est la quand passion. je me bats pour ce C'est pour pays-là, cela, c'est pas Sadio, parce que j'ai des armes différentes. ne déstabilise pas ton beau pays que tu aimes. Sauf Diagola, on Il y en finira a qui l'ont jamais. déstabilisé, c'est pas moi. On ne met Le pas coup fin. d'État, c'est pas Ce moi. pays que Quand tu ils aimes sont sans le le coup d'État, déstabiliser. Merci à vous d'avoir C'est des bonnes guerres. de au participer plaisir. à cette émission. Vous avez dit quelque chose de très, très important. S'il y a ce débat autour du Mali, c'est parce que le Mali existe encore, effectivement. Il faut tout faire pour qu'il continue d'exister et qu'il alimente en vous la passion telle qu'on le voit. Mais on a confiance dans le génie malien. Vous trouverez toujours, vous êtes les fils de Soundiata Keïta, pourquoi pas. Ah non, moi c'est de Soumaoro Kanté. De Soumaoro Kanté, les grandes figures historiques qui alimentent l'histoire du... Le Mali est un grand pays. Le Mali est un grand pays. Merci à vous en tout cas d'avoir participé. D'Askia Mohamed et de En Sonia plus, Albert. chaque nom qui sort ici est un grand nom, un grand nom de l'histoire africaine. C'est le Mali qui gagne. C'est pour cela, évitons tout ce qui peut... Non, j'utilise les armes à ma disposition. C'est la fin, mesdames et messieurs, de votre émission dont le numéro de ce jour a été consacré au Mali. Restez fidèles à notre programme et merci surtout à vous d'avoir été si nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.